Les choses sérieuses commencent, je vous emmène dans les profondeurs de l'iceberg, où se côtoient des phénomènes effrayants ou encore inexpliqués. Est-ce que les orages vous terrifient ? Vous aussi, vous débranchez toutes les prises avec méfiance en craignant de vous faire électrocuter dans le même temps pour finir la soirée à la bougie ? Imaginez ce que ce serait si vous habitiez à proximité d'un volcan, qui non seulement menace d'entrer en éruption en permanence, mais en plus est susceptible de déclencher des orages interminables. C'est le cas de certains volcans d'Asie du Sud-Est et Sud-Amérique. Les orages volcaniques sont un des phénomènes les plus fascinants qui existent, parce que dans un premier temps, les scientifiques ne sont toujours pas certains de la façon dont ils se produisent. Ils peuvent apparaître lors d'éruptions majeures, et alors qu'un nuage de fumée se forme au-dessus du volcan, on peut distinguer des éclairs. Le dernier orage volcanique a eu lieu cette année au-dessus de l'Etna, mais il y a des volcans qui sont connus pour ça, comme le Sakurajima au Japon, qui est considéré comme l'un des plus actifs au monde. L'hypothèse a longtemps été que la foudre était provoquée par de l'électricité statique. Étant donné que la poussière est éjectée à grande vitesse, il y a des frottements entre les particules qui créent de l'électricité. Il n'y a pas longtemps, Brut avait même fait une vidéo en l'expliquant comme ça. Mais maintenant, on pense que c'est surtout à cause de la composition en radion qui peuple les volcans, un élément radioactif qui va créer une ionisation de l'air. On peut parler d'un orage radioactif. Mais la raison pour laquelle ils sont fascinants ne demeure pas dans la complexité à les comprendre, mais dans la possibilité qu'ils soient à l'origine de la vie sur Terre. En apportant de l'azote dans certaines molécules, ils auraient pu permettre de créer quelque chose d'assez complexe pour créer la vie avant l'apparition des bactéries. Et le mieux, c'est que les orages volcaniques ne se produisent pas seulement sur Terre, ils ont lieu sur d'autres planètes avec une ampleur démultipliée, notamment sur Jupiter, où les orages volcaniques font la taille de la Terre. Si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait voir apparaître la vie sur d'autres planètes ? C'est pas si simple, forcément. Il faut se rappeler que les conditions atmosphériques étaient réunies pour ça, et ce n'est pas le cas sur les autres planètes du système solaire. Après l'orage, levez les yeux vers le ciel, pas à l'horizon mais au-dessus de vous. Si c'était une chaude soirée d'été, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir ce qui ressemble à une couverture teintée d'orangé qui s'étire sur des kilomètres. Ces formations nuageuses, autrement appelées mamas, pour leur forme de mamelon, sont en fait des nuages fréquents, comme les cumulonimbus, puisque ce sont les mêmes nuages mais à l'envers. Le taux d'humidité étant assez peu stable, il y a une poussée d'Archimède qui fait monter à l'air chaud et descendre à l'air plus sec, qui crée des irrégularités. Le plus impressionnant est probablement l'accumulation du coucher de soleil avec un orage sec qui permet d'observer le spectacle sans se mouiller. Vous vous promenez après le coucher du soleil, en pleine campagne. C'est la pleine lune et vous n'avez pas besoin de lumière pour voir assez loin devant vous. Il fait très humide, vous apercevez des rideaux de pluie à l'horizon. La lune est haut dans le ciel et quand vous regardez, vous apercevez un arc-en-ciel. Impossible ? Non, pas du tout. C'est rare, mais c'est possible. C'est d'autant plus beau à proximité d'une chute d'eau, et on le voit mieux sur les photos. Les plus belles images ont été prises près des chutes Victoria, mais on peut en voir dans n'importe quel environnement humide. Vous habitez en Turquie, et quand vous sortez avant le coucher du soleil, il semble y avoir un énorme ovni au sommet de la montagne. Il est rond et l'architecture est similaire à celle qu'on peut voir dans les films. Les nuages lenticulaires sont probablement à l'origine de beaucoup de témoignages d'ovnis. C'est sûrement les nuages les plus bizarres que vous pouvez voir, même si il y aurait de quoi faire une vidéo entière sur les formations nuageuses. Ils donnent l'impression d'être façonnés comme de la poterie, et nous, petits humains, sommes observateurs de la réinvention permanente de l'univers. Comme les autres, ils sont le résultat de conflits de masse d'air et n'apparaissent qu'en altitude lorsque les vents dépassent les 50 km/h. C'est pour ça qu'on en voit souvent en haut des sommets. Le soleil se levait à environ 4h du matin par temps serein. Le vent chassait devant lui à l'ouest, vers l'Achtermannshohe, des vapeurs transparentes qui n'avaient pas encore eu le temps de se condenser en nuages. Vers 4h15, le voyageur aperçut dans la direction de l'Achtermannshohe une figure humaine de dimensions monstrueuses. Un coup de vent ayant failli emporter le chapeau de Monsieur Hane, il y porta la main et la figure colossale fit le même geste. Monsieur Hane fit immédiatement un autre mouvement en se baissant et cette action fut reproduite par le spectre. C'est la description qu'en a faite Monsieur Hane après une observation au XVIIIe siècle, mais s'il a été témoin d'un phénomène en haut d'une montagne, certains ont pu se faire des frayeurs en pleine nuit, devant les phares d'une voiture, en apercevant une ombre géante reproduire tous leurs mouvements. Le spectre de Brocken est une de mes préférées. Niché en haut d'un sommet, à une certaine heure et s'il y a du brouillard autour de vous, il est possible que vous voyez une silhouette massive en contrebas, entourée d'un arc-en-ciel.
pas de panique, ce n'est que vous. Il doit son nom à la montagne allemande sur laquelle il a été découvert. Si l'ombre est grande, c'est à cause d'une illusion d'optique. On la voit sur une fine couche de nuages, mais on a l'impression qu'elle est reportée sur la ville qui se trouve en contrebas. Et comparée aux dimensions de la ville, ça donne une image différente de cette ombre. L'arc-en-ciel est visible quand les gouttelettes sont assez grandes. Les microbursts ou micro-rafales en français sont tout simplement l'équivalent du volume d'un lac qui se déverse sur un diamètre de quelques centaines de mètres. Les images sont impressionnantes et montrent bien le rideau de pluie qui est provoqué par des orages de grande ampleur, amenant parfois des vents de 200 km/h et dans les cas extrêmes, des vents de 270 km/h. Ils sont dangereux, peuvent arracher des maisons et faire plier une forêt, mais restent limités dans l'espace. Ils sont le plus souvent observés dans des régions avec des orages forts comme aux États-Unis. Cependant, avec le réchauffement climatique, ils vont avoir lieu dans des endroits comme l'Europe. Pendant un gros orage, vous essayez de faire la photo parfaite. Et au moment de regarder, vous voyez non pas un éclair traverser l'écran, mais un gros rond rouge. Ce qui s'est passé récemment, le rond rouge a pu être visible dans toute l'Italie. 1200 km séparent le Piémont de la botte, et pourtant tout le monde a pu le voir. Les elfes sont probablement l'un des phénomènes les plus étranges. Pendant les orages, on peut apercevoir des cercles rouges très étendus et hauts dans le ciel, à 100 km, et qui peuvent faire un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres. Pas aussi brillante qu'un éclair, non, c'est plutôt comme une brume. Je vous décris tout ça, mais ils sont très difficiles à observer puisqu'ils ne durent que quelques millisecondes. Mais de temps en temps, les gens arrivent à en photographier. C'est très mystérieux tout ça, et ce n'est pas tout. Il existe aussi des trolls, des lutins, des fantômes et des gnomes. Je plaisante pas. Les trolls sont des jets rouges qui durent quelques millisecondes. Les lutins sont des taches observables au-dessus des nuages et qui ne sont pas électriques. Les fantômes sont des lueurs vertes et les gnomes sont des jets de quelques microsecondes, mais il est impossible de connaître leur couleur étant donné que les seules photos qui ont été prises étaient en noir et blanc. Alors, comment expliquer les manifestations fantastiques autour des éclairs ? Les réponses se trouvent dans la composition de l'air. Les éléments chimiques sont assemblés de sorte à créer à la fois une incandescence liée à l'électricité et une couleur qui peut varier sur tout le spectre. You could spend her lifetime pursuing Mother Nature's beauty, and she'd never cease to blow your mind. Oh my God! Ce sont des sortes d'éclairs diffus qui montent du sommet du cumulonimbus vers la stratosphère après un orage. Ils ont une forme conique et sont de couleur bleue grâce à leur composition. Ils sont rares mais ont pu être observés plusieurs fois. On dirait vraiment des comètes et pourtant ils sont beaucoup plus proches de nous et ne se produisent que lors des orages. Catacumbo est le nom donné à un phénomène qui touche le lac de Maracaibo au Venezuela. La région est marécageuse et la nuit sa nature se révèle puisque c'est l'endroit sur Terre où il y a le plus d'orages. La foudre ne réagit pas comme c'est le cas habituellement où il s'agit d'un phénomène transitoire. À Catacumbo, les orages ont lieu pendant près de 6 mois par an et durent une dizaine d'heures avec un rythme d'environ 28 éclairs par seconde. Pendant des jours entiers, on peut voir des éclairs toutes les 2 secondes, ce qui a pour effet d'avaler totalement l'obscurité. Dans cette région pauvre, les gens voient cela comme une bénédiction puisque ça leur permet de se repérer sans lumière. Les orages sont visibles de très loin, jusqu'aux Caraïbes, d'où leur surnom de phare. Seulement, personne ne comprend cette intensité. Comment expliquer des orages aussi longs qui se produisent toujours au même endroit ? Normalement, on parle de masse d'air, mais ici, il y aurait un autre élément à prendre en compte. Les sols riches en uranium qui attireraient la foudre. Si l'on a pu émettre des hypothèses, les recherches sont trop récentes pour comprendre ce qui pousse la région à connaître autant d'orages. Cela arrive que les matins frais, les nuages chargés de glace, en tournant les yeux vers le ciel, on puisse apercevoir un halo, comme un cercle parfait entourant le soleil, le divisant parfois en 3. Oui, 3 soleils qui semblent totalement réels. La parélie est l'un des phénomènes atmosphériques les plus faciles à observer et pourtant l'un des plus fous. Cet été, une photo a été publiée sur les réseaux. Elle montrait 7 soleils, bien distincts à égale distance les uns des autres. Les gens croyaient voir la manifestation d'extraterrestres avant qu'on évoque la parélie. Et pourtant, ce n'est ni un mirage ni même une parélie puisqu'il est à peu près impossible qu'elle puisse
décupler autant de fois le soleil, même si ça a été annoncé sur des sites aux sources plus fiables, c'est la réflexion à travers une fenêtre à double vitrage. Dans la réalité, on peut apercevoir des faux soleils sans double vitrage, mais le principe est le même. Il s'agit d'une illusion d'optique qui permet de diviser l'image à cause des cristaux de glace. Je m'apprête à vous raconter un phénomène dont on parle très peu. En regardant Reddit, je me suis rendu compte que plusieurs personnes avaient assisté certains soirs à un ciel en partie ou totalement vert. Il ne s'agit pas d'aurore boréale, la nuit n'est pas encore tombée et la teinte est stable, même si elle ressemble à une lumière diffuse et menaçante. Certains ont redouté qu'il s'agisse de la fin du monde. Souvent, après avoir observé un ciel vert, on peut assister à un violent orage de grêle, donc mieux vaut être à la maison. Il y a un certain nombre de témoignages au nord des États-Unis, en Australie, mais également en France en 2019. Impossible d'en douter, les images le prouvent. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette teinte verte ? On sait pourquoi le ciel est bleu, on sait pourquoi il lui arrive de prendre une teinte jaune, mais comment expliquer une lumière verte qui colore une grande partie du ciel ? On ne sait pas. Certaines personnes ont mis en avant qu'il pouvait y avoir un lien avec la présence de grêle qui permet de diffuser une haute longueur d'onde, mais l'explication la plus probable serait la densité nuageuse qui élimine les teintes chaudes pour ne laisser passer que la lumière verte et donc permettre de voir des magnifiques couchers de soleil vert. Y a-t-il un tableau plus épique que l'horizon lointaine qui dévoile des rayons multiples émanant d'un point unique ? Le soleil est déjà couché, mais on peut voir une alternance géométrique de lumière et d'ombre. Ces rayons sont visibles lorsque les photons entrent en contact avec un air chargé, par exemple de particules en suspension. C'est pour ça qu'on ne peut le voir que lorsqu'il y a des nuages. Mais parfois, vous pensez regarder le soleil couchant, et vous comprenez qu'il est de l'autre côté. C'est parce qu'il existe un phénomène inverse, c'est les rayons anticrépusculaires qui émanent d'un point opposé au soleil. C'est un phénomène difficile à expliquer et très peu intuitif, mais en réalité c'est assez simple. Les rayons voyagent d'un point à l'autre du ciel dès lors qu'un nuage ou un objet obstrue la lumière. Ça peut donner des images exceptionnelles où le ciel semble se diviser en deux. Et c'est facile à observer. Il est des légendes de marins qui laissent penser que la solitude rend l'alcool aimable. Les mirages, les monstres, les sirènes, les bateaux fantômes ou encore le triangle des Bermudes sont autant d'histoires qui ont donné de bonnes raisons aux scientifiques de douter de ce que les marins avaient vu. Le feu de Saint-Elme en fait partie. Décrit comme une lueur entourant la voile d'un bateau pendant les longues nuits en mer, c'était considéré comme un bon présage. Il doit son nom au patron des marins qui a continué à prêcher malgré l'orage et il est souvent prié en mer. Alors quand un marin voyait cette lueur violette entourant son bateau, il espérait échapper au vent violent. Si cette lueur apparaissait, c'est justement parce que l'air était chargé d'électricité, au point où le mât du bateau, faisant paratonnerre, permettait une décharge de plasma dans un bruit semblable à celui des lignes à haute tension. Il n'y avait pas de quoi se réjouir d'avoir un orage. Si vous êtes toujours avec moi, on atteint maintenant les abysses de l'iceberg. C'est ici qu'on rencontre les phénomènes les plus étranges et les plus inexpliqués. Très récemment, une photo a fait le tour de Reddit. Elle n'est pas la première à montrer cette forme étrange. Dans leurs témoignages, ils racontent qu'ils ont cru reconnaître des formes très imposantes dans le ciel orageux, qui n'avaient pas grand-chose en commun avec les éclairs. Ces formes étaient des filaments rouges qui parcouraient plusieurs dizaines de kilomètres, malgré le fait qu'elles ont duré moins d'une seconde. C'est le genre d'image qui s'imprime dans la mémoire, et celle qui fait naître la terreur dans l'esprit des peuples les plus anciens. Le farfadet est un super éclair. Il peut être observé pendant un orage et prend la forme d'une méduse géante de couleur rouge, d'une météorite ou d'un réseau de flashs, selon son altitude. En général, il est dans la mésosphère, alors qu'un éclair peut apparaître beaucoup plus bas jusqu'à toucher le sol. Quand il y a des éclairs, l'équilibre ionique est perturbé, parce que pour se produire, l'éclair doit porter une charge positive. Donc il laisse la haute mésosphère avec une charge largement négative, qui peut générer des éclairs encore plus gros, mais aussi beaucoup plus brefs. C'est vraiment une des choses qui a dû perturber beaucoup de gens, et à mon avis, c'est à l'origine de beaucoup de récits effrayants de l'époque. Il y a, comme pour les tornades, les orages et les aurores boréales, des chasseurs de farfadets, et dit comme ça, on dirait du folklore scandinave. Avez-vous déjà rêvé de nuages en forme de vagues, comme ceux qu'on peut voir sur les fresques de la Grèce antique ? L'instabilité de Kelvin Helmholtz fait référence à un paysage tout droit sorti d'un conte pour enfants.
Il arrive parfois que le ciel découpe les nuages pour reproduire le mouvement ondulatoire de la mer. C'est ce qui se passe quand il y a des mouvements de vent contraires et c'est un principe de la dynamique des fluides. Il y a quelque temps, un utilisateur de Reddit a posté une photo très particulière, qui semblait représenter une aurore boréale graphique très haut dans le ciel. Le phénomène a duré plusieurs heures, plus longtemps qu'une aurore boréale classique, et était plus stable. Si vous vous promenez pendant les nuits polaires, vous avez des chances de croiser Steve. On a d'abord pensé que c'était une aurore boréale avant de comprendre que c'était différent à plusieurs égards. Il s'agirait en réalité d'un ruban de plasma qui chauffe à 3000 degrés. Cela se produirait dans la ionosphère et c'est tout ce qu'on sait. Depuis l'ère industrielle, la Terre s'est réchauffée de 1,2 degré. Mais cela fait quelques années que les feux de forêt se multiplient, que la canicule s'étend même dans les pays où la température n'est pas censée dépasser les 20 degrés, en été comme au Canada ou en Sibérie. C'est devenu banal. Mais si on pense que les feux de forêt ne sont pas une menace, je ne sais pas qui pense ça, mais attendez de voir ce qu'est une tempête de feu. Dans le Colorado en 2016, une tornade a mesuré plusieurs centaines de mètres de haut. Certaines peuvent avoir un diamètre de plusieurs dizaines de mètres et peuvent durer jusqu'à 20 minutes. Ces tornades se sont formées à chaque fois qu'il y a eu un grand incendie jusqu'à cette année. Plus elles sont grandes, plus elles sont susceptibles d'éjecter des objets enflammés sur leur passage. C'est un système de vent déclenché par un feu de grande ampleur qui génère des tourbillons de feu qui non seulement sont effrayants et extrêmement dangereux, mais en plus de brûler en quelques secondes tout ce qu'elles touchent, sont capables de brûler à distance des objets inflammables à cause de la radiation infrarouge. Le cœur d'une tornade peut atteindre 1500 à 2000 degrés. Ce n'est pas très rare en fait, ces tourbillons vont même jusqu'à créer des nuages qu'on appelle pyrocumulus et qui peuvent entretenir des vents et diffuser une partie des cendres à distance. Mais dans certains cas, ces nuages sont capables de créer leur propre système orageux. Oui, les champignons nucléaires sont aussi des pyrocumulus. Ils peuvent transporter des particules autrement plus dangereuses, mais a priori le rayonnement nucléaire est relativement faible. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Dans le désert américain, un endroit extrêmement précis de Death Valley, en Californie, un mystère plane depuis environ un siècle. On a constaté le mouvement de pierres pouvant peser près d'une demi-tonne et se déplaçant sur des centaines de mètres pendant des années en laissant une longue traînée derrière elles. Certaines bougeaient, d'autres non, certaines prenaient une direction et les autres la direction inverse. Parfois les pierres se retournaient sur elles-mêmes ou prenaient un virage tandis que d'autres poursuivaient leur route. D'autres pierres ont fait demi-tour. Dans cette partie des États-Unis, située à plus de 1000 mètres d'altitude, avec un climat extrêmement aride, la végétation est inexistante et la faune est rare. Il existe des petits rongeurs incapables de soulever des pierres de cette taille. L'intervention humaine a également été écartée, déjà parce que l'endroit est difficile à atteindre, mais également parce qu'une surveillance caméra a permis de confirmer que personne n'était présent. Donc quel est le mystère des pierres qui roulent? Des chercheurs américains se sont rendus sur place pour observer les mouvements de pierres qui pouvaient bouger de 5 mètres en 1 minute. Ils leur ont donné des noms et les ont bien regardés. Ils ont confirmé que le vent n'était pas responsable, presque absent d'ailleurs. Get off of her car. Move on up, Krista. En réalité, les responsables sont des petites plaques de glace en hiver qui poussent les pierres et laissent des traces lorsqu'elles fondent. Il suffit que le sol ne soit pas droit et les pierres glissent et dès que la glace fond, il est impossible de savoir qu'elle avait été là. Quand je regarde les fleurs de glace, je me dis que la nature est merveilleuse et qu'on n'a pas tout vu. Ces choses délicates se forment en quelques minutes autour des fleurs, lorsque la température du sol est basse. Il est aussi possible d'en voir sur une surface gelée, notamment sur les mers les plus froides, donc en Arctique et en Antarctique. On voit des fleurs se dessiner en l'absence de végétal. Les chercheurs pensent que la structure de ces fleurs est due à la présence de bactéries qui sont attirées par la glace et qui prospèrent. Elles seraient abritées à la surface de la mer, à un endroit où elle est plus salée. C'est pas croyable. On a énormément de témoignages historiques extraordinaires. Certains remontent à l'Antiquité, et notamment celui-ci.
Dans le Péloponnèse, en 4e siècle avant Jésus-Christ, les habitants auraient subi une pluie de poissons pendant 3 jours. Et c'est loin d'être un cas isolé. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a trouvé des archives décrivant des pluies de lait, d'organes d'animaux ou de chair, ou même encore de laine. Au Moyen-Âge, les pluies de poissons, de grenouilles ou d'oiseaux sont fréquentes. On a vu aussi des pluies de souris en Norvège. On a même vu des pluies de serpents aux États-Unis. C'est très souvent la même espèce. Parfois ils sont retrouvés glacés, parfois en bonne santé. Au 19e siècle, il y a une quinzaine de témoignages juste aux États-Unis. Vous voyez où je vous emmène ? Le pire cauchemar de certains s'est réalisé. En 2015, en Australie, on a bien sûr des pluies d'araignées. Les habitants ont redouté les châtiments égyptiens. La dernière que j'ai trouvée date de l'année dernière, et c'était une pluie de poissons. Ces histoires ont longtemps été considérées comme farfelues avant qu'un scientifique décide de s'en mêler. Les pluies d'araignées sont faciles à expliquer, puisque celles-ci grimpent aux arbres dans l'espoir d'être transportées par les vents pour parcourir plusieurs milliers de kilomètres sans effort. Elles ont tendance à grimper davantage avec le changement climatique pour éviter d'être noyées à cause des pluies. Cette personne estime que les pluies de grenouilles peuvent s'expliquer par le fait qu'elles se regroupent au même endroit. Or, en cas de tempête, si elles croisent leur chemin, elles vont toutes être transportées en même temps. Pour les poissons et les oiseaux, c'est le même principe. On pense à des trompes d'eau qui peuvent être assez puissantes pour soulever les poissons et emporter les oiseaux au passage. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi des pluies aussi longues ? En l'absence de vent, est-ce possible ? Oui, il est possible que des groupes d'oiseaux, dans un mouvement de panique, se rentrent dedans. Ces mouvements peuvent être occasionnés par des explosions, mais il demeure un mystère dans certains endroits où l'on n'a entendu aucun bruit. This is no science fiction story. It's weather right here on Earth. The ruby-tinged rain continues for 2 months. Villagers fear it's the end of the world. En 2001, dans le sud-est de l'Inde, au milieu de l'été, une pluie rouge sang s'est abattue sur la ville, colorant tout ce qu'elle touchait en rose et carbonisant les feuilles des arbres. Il a pu y avoir des pluies de couleur verte ou jaune dans certains pays. On recense des histoires de pluies colorées depuis plusieurs siècles et il y en a encore aujourd'hui. Un scientifique indien s'est intéressé à la question et le résultat de ses recherches est assez troublant. Si beaucoup pensent que la coloration est due à un lichen, après avoir analysé la pluie, il a trouvé des restes ressemblant à des cellules biologiques extraterrestres. Il faut expliquer tout cela. Non, il ne s'agit pas d'un virus martien, mais ça pourrait confirmer l'hypothèse selon laquelle les comètes renfermeraient des molécules propices au développement d'une vie microscopique. Il est des phénomènes qui donnent l'impression d'être ailleurs, en tout cas d'être connecté avec l'univers. On regarde le ciel et on oublie tout ce qu'il y a autour. J'aimerais beaucoup pouvoir observer un paysage comme ça. C'est une traînée de lumière qui semble fendre le soleil à l'horizon, ou au milieu des étoiles. Parfois la colonne semble être détachée du sol. Cela se produit lorsque des cristaux de glace sont présents dans l'atmosphère et dans une position qui permet d'étirer la lumière au point de donner l'impression que des bâtons flottent à des kilomètres. C'est très perturbant, mais il existe un autre type de colonne lumineuse. J'ai tendance à acculer les hommes et l'activité industrielle, mais j'ai toujours aimé les lampadaires. Je trouve qu'il se dégage de la poésie d'un paysage désert dans lequel se détache un lampadaire. Il y a une sorte d'humanité dans cet objet, et peut-être que je suis influencée par Pixar et d'autres dessins animés, mais je trouve ça beau. Les lampadaires sont à l'origine de paysages, de colonnes de lumière dans les pays nordiques. C'est ce qu'ont pu observer les Russes à la frontière ukrainienne, du moins c'est ce qu'ils ont cru. Cette image ressemble fortement à celle d'une colonne lumineuse, mais il est troublant de savoir qu'au moment exact où elle est apparue, la communication avec Internet a été affectée et une grande quantité d'utilisateurs ne pouvaient plus entrer en contact avec le reste du monde. À la même période, la Russie se targuait d'avoir inventé un laser assez puissant pour pouvoir perturber les objets à basse altitude, y compris les satellites Starlink reliant des pays à Internet. Ce laser s'appelle le projet Kalinka et il est à l'origine de cette étrange colonne à la frontière ukrainienne. Alors, je fais un enregistrement dans le futur, lors duquel j'ai tenté de retrouver le journal dans lequel j'avais vu cette info et j'en suis incapable. Enfin, je n'arrive pas à le trouver et je me suis aperçue en faisant mes recherches que c'était bullshit, voilà, c'est de la propagande russe. En fait, les Russes ont dit avoir mis leur projet à exécution, mais un tel laser actuellement est une technologie beaucoup trop avancée. En tout cas,
Ça a été largement débunké, il s'agit d'une colonne lumineuse. J'ai beaucoup voyagé en Espagne quand j'étais petite, et parfois on arrivait pendant la Semaine Sainte. Si vous connaissez, il s'agit de fêtes qui attirent des villes entières, pendant lesquelles des volontaires marchent en tenue traditionnelle au rythme de la musique. C'est vraiment l'Espagne d'antan qui se montre à ceux qui ne la connaissent pas. Et lors de cette défilée, on peut apercevoir des chars, mais aussi des groupes d'hommes qui portent des capes et des chapeaux pointus. Ces hommes font certes partie d'un mouvement religieux, mais sont considérés comme laïcs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire vœu de célibat et de piété, ils se tournent vers la charité. C'est ouvert à la mixité et les hommes et les femmes sont traités de manière égale. C'est le pape Alexandre III qui a créé cet ordre et je trouve ça bien. Vous allez voir où je veux en venir. Dans les endroits les plus inhospitaliers de la Terre, ceux qui cumulent désert et haute altitude, comme c'est le cas dans les Andes surtout, il existe des paysages spectaculaires et longtemps incompris. Ce sont des étendues de pics de glace, dont la forme rappelle le chapeau dont je parlais, pouvant mesurer plusieurs mètres, assez réguliers et qui penchent dans la même direction. C'est comme si la nature nous disait « ne venez pas par ici s'il vous plaît ». On a soupçonné l'existence de ces pénitents de glace sur Pluton, et on en a même eu la confirmation en 2017. Ces pénitents ne mesurent pas 5 mètres, non, ils mesurent jusqu'à 500 mètres. Ça veut dire qu'entre chaque pic, il y a un canyon. Cela nous indique que la planète dispose d'une atmosphère. Par contre, on sait comment il fonctionne, et là je vais vous expliquer un autre concept. Vous savez que souvent, pour que l'eau se retrouve sous forme gazeuse, elle doit d'abord être passée par un état liquide. Mais en cas de température extrêmement basse avec peu d'humidité et beaucoup de soleil, ce qu'on trouve en altitude, il est possible qu'il y ait un phénomène de sublimation, c'est-à-dire que l'eau passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Par effet de proximité, les dépressions vont se créer, tandis que le sommet de la pyramide va rester intact. Dans le subreddit paranormal, j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui ont expérimenté une obscurité pendant quelques secondes en pleine journée. Qu'ils aient été dehors ou à l'intérieur, ils ont tous eu la même expérience. Tout était normal et pendant un très court instant, le soleil a scié, tout est devenu noir, silencieux et froid. Comme une pleine nuit sans éclairage de ville, les oiseaux se sont arrêtés de chanter et la chaleur a disparu. Ces personnes ont vécu cela en groupe. À chaque fois étonnés par ce qui se passait, ils ont demandé à l'autre s'ils avaient vu la même chose. J'ai des commentaires dans lesquels les gens disaient qu'ils l'avaient eux aussi vécu au même endroit. Il y a donc un phénomène qui s'est passé à Londres en 2022, alors qu'aucune éclipse n'était visible. Il n'y a aucune explication à cela pour le moment, bien qu'un oiseau ou un avion puisse obstruer temporairement le soleil, ça ne plonge pas le monde dans l'obscurité et ça n'explique pas non plus l'absence de bruit. Donc, j'aimerais bien vous donner une explication, mais je n'en ai pas. Les miracles du soleil sont le nom donné à un phénomène auquel ont assisté 70 000 personnes en 1917 dans un petit village du Portugal. Il fait suite aux déclarations mystérieuses de 3 enfants, de 7 à 10 ans, qui ont dit avoir assisté à une apparition mariale un 13 mai 1917 sous un chêne. L'apparition leur avait dit de revenir tous les 13 du mois et que le miracle se produirait en octobre. Ils sont revenus à chaque fois avec plus de monde, jusqu'au 13 octobre 1917 où des dizaines de milliers de personnes sont venues assister à l'événement. Quand même, pour 3 gosses, franchement, c'est qu'il devait avoir sacrément des choses à dire. Ou que les gens avaient très envie d'y croire. Il pleuvait, mais le soleil était visible. Ils ont commencé à avoir un anneau autour de celui-ci, avant d'observer des mouvements de droite à gauche, comme une danse. Certains ont vu le soleil devenir rouge ou gris, puis foncer à toute vitesse sur la Terre, ce qui a créé un mouvement de panique. Les arcs-en-ciel étaient aussi visibles dans les nuages qui étaient à proximité. À partir de ce moment précis et à la suite de nombreux articles, Fatima est devenue un lieu de pèlerinage.
L'Église a reconnu les apparitions mariales mais n'a pas confirmé le phénomène lié au soleil. Beaucoup ont été interrogés et la plupart ont dit avoir vu le soleil danser. Un phénomène d'une telle ampleur est toujours mystérieux. Comment expliquer les prédictions des 3 enfants et le fait qu'il y ait eu autant de témoins? Il faut reprendre depuis le début. Les 3 enfants étaient en fait frères et sœurs. Lors de la première apparition, seules les 2 filles ont dit avoir entendu une voix, le garçon les a seulement crues. Les mois suivants, les 50 personnes qui sont venues avec elles n'ont elles non plus rien entendu. Pourtant, la parole s'est diffusée suffisamment pour attirer du monde, y compris les sceptiques qui n'ont pas confirmé la danse du soleil. La plupart des témoignages diffèrent, on parle de différentes couleurs, de 5 à 15 minutes, personne n'est sûr du nombre de participants. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il est fortement déconseillé de regarder le soleil plusieurs minutes d'affilée. Au-delà du risque de cécité, on aura l'image qui va s'imprimer sur la rétine, reportant alors sa forme aux endroits où on pose les yeux. Il y a aussi une illusion d'optique qui permet à l'œil de voir une couleur complémentaire lorsqu'on observe un objet lumineux, ou d'en diminuer la sensibilité pour le voir avec moins de lumière, donc d'une couleur grise. Certains scientifiques ont fait l'expérience avant de devenir aveugles, et ils ont bien vu que le soleil devenait gris. Et vous le savez déjà, il existe 2 phénomènes météorologiques qui s'appellent l'aparélie et le faux soleil. La première permet en cas de gel de voir un halo autour du soleil, la seconde de voir plusieurs soleils. Il est donc très probable que cet événement soit en fait le résultat de simples illusions d'optique. Mais surtout, comment confirmer les déclarations des enfants? Lucia, l'aînée, a été interrogée de multiples fois. Mais avant l'événement, elle n'avait jamais mis par écrit ses prédictions, puisqu'elle ne l'a fait qu'en 1940, annonçant alors la Seconde Guerre mondiale, qui avait déjà commencé, et la nomination de Pie XI qui avait eu lieu des années plus tôt. Sous de multiples pressions, elle a également livré le 3e secret en demandant au Vatican de ne l'ouvrir qu'à partir de 1960. Le Vatican n'a pas souhaité révéler ce secret avant 1981, alors que, rendu fou, un homme avait détourné un avion pour le découvrir. On a dit que ce secret était en fait le dessin d'un évêque habillé en blanc, attaqué par des coups de feu ou des flèches en haut d'une montagne. Quelques jours après, le pape Jean-Paul II était victime d'un attentat, mais il a survécu. Finalement, la plupart des gens pensent que ce n'était pas le secret. C'est toujours quelque chose dont on parle parce que même si ces explications sont tentantes, il faudrait beaucoup de coïncidences pour que toutes les conditions météorologiques aient été réunies à la date où les enfants avaient prévu qu'elles le seraient. Donc ça reste bizarre. Une boule de feu carrément. Sûrement le plus mystérieux de tous les phénomènes dont nous avons parlé. Vous le connaissez peut-être comme une légende qu'on raconte aux enfants les soirs d'orage, ou comme une fiction écrite par Jules Verne. Pourtant les boules de feu sont bien réelles, et on ignore comment elles sont générées. Essentiellement basées sur des témoignages, on ne croit en leur existence que depuis l'ère d'Internet. Pourtant, dans l'histoire, de nombreuses personnes ont décrit le phénomène comme quelque chose de terrifiant. À chaque fois, l'apparition d'une boule de 20 à 40 cm d'une grande intensité lumineuse traverse les murs ou les fenêtres avant de s'atténuer. Une chaleur de 60 degrés pouvait être ressentie à proximité, et souvent une odeur de soufre ou de brûlé en émanait. La terreur de ne pas pouvoir se protéger d'un tel phénomène, capable de se déplacer à grande vitesse et de manière aléatoire, était présente. Les boules de foudre fascinent malgré le danger. Elles apparaissent cependant dans un contexte très spécial, après un orage violent et juste avant une tempête de grêle de forte intensité. Si vous avez vu ma vidéo sur les démons de Loudun, vous vous souvenez peut-être qu'avant la série d'événements extraordinaires, les sœurs avaient été témoins d'une boule lumineuse s'arrêtant au milieu de la pièce. Cette histoire a été beaucoup étudiée et la plupart des phénomènes ont été remis en question, mais peut-être que celui-ci a eu lieu. Certaines hypothèses ont été étudiées, comme le fait qu'il puisse s'agir d'une réaction chimique à la suite de l'impact de la foudre sur le sol. L'oxygène entrant en contact avec les minéraux pourrait générer une boule de plasma. Il est aussi possible qu'à la surface du verre, les électrons s'accumulent pour former de l'énergie, mais c'est peu probable. Si vous avez été témoin de ce phénomène, dites-le moi en commentaire. Å, fy fader! Jeg filmer det! Jeg har det på tape! Jeg har det her! On oublie ce que j'ai pu dire juste avant. Voici le plus mystérieux de tous les phénomènes dont vous avez entendu parler dans cette vidéo. Depuis les années 1930, les habitants de cette vallée perdue dans la campagne norvégienne
ont été témoins de lumières étranges, apparaissant de jour comme de nuit, effectuant des mouvements inhabituels dans des apparitions de quelques secondes à plusieurs heures. Les lumières ont été reportées dans des fréquences allant de plusieurs fois par semaine au début à plusieurs fois par an seulement. Les plus bizarres d'entre elles pouvaient s'éclipser à une vitesse extrême, 20 000 mètres par seconde, comme un ovni. C'est d'ailleurs de là qu'est né le projet Hessdalen dans les années 1980 et qu'a été créé le groupe d'observation et la station des mesures automatiques. Une hypothèse formulée dans les années 2000 était que les pierres de la vallée étaient particulièrement chargées en éléments radioactifs. Le village se situait à proximité d'une mine qui rejetait probablement des déchets radioactifs et une sorte de plasma chargé d'atomes dont la combustion de la forme gazeuse créerait de la lumière. Cette hypothèse a tout simplement clos le débat sur la page Wikipédia française, mais dans la page anglo-saxonne, les recherches ont continué bien au-delà et plusieurs scientifiques ont démontré que cette hypothèse ne tenait pas la route. Selon eux, le processus en jeu serait celui de la piézoélectricité, la polarisation électrique d'un matériau sur lequel on exercerait une pression pour qu'il génère de l'électricité. C'est le cas par exemple pour les plaques de cuisson au gaz. Ils ont constaté que les pierres présentes contenaient du quartz, qui possède une grande densité de charge et pourrait être à l'origine de ce phénomène électrique. Mais ça reste une théorie qui n'écarte pas toutes les zones d'ombre. Et voilà, on arrive à la fin de cette grosse vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, comme vous pouvez vous en douter. Évidemment, je ne suis pas professionnelle en la matière, donc s'il y a des erreurs, dites-le moi. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de voir le monde un petit peu différemment. C'est mon cas. Moi, je me suis beaucoup amusée sur cette vidéo et j'ai appris beaucoup de choses. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao!